on arrive à trouver un problème de recherche de manière plus pratique, il y a au total 5 axes que j'ai identifiés dans lesquels on peut trouver un problème de recherche pour toute pathologie que vous pouvez identifier. Donc, si on dit par exemple, je veux faire une étude sur le diabète, je prends cet exemple-là. En réalité, il y a 5 axes dans lesquels vous pouvez trouver des problèmes de recherche concernant le diabète, des vrais problèmes de recherche, pas les faux exemples que j'ai donnés tout à l'heure là. Donc, premier axe que vous allez trouver fréquemment, c'est un problème lié à la fréquence d'un problème de santé. Et en général, ça, c'est des problèmes de recherche ça, c'est des problèmes qui vont être liés à la décision, soit décision de santé publique, soit décision de santé individuelle. Donc, la plupart des études qui se situent dans le sens de prévalence, fréquence, et ainsi de suite, vont venir résoudre un problème au niveau de la décision. Décision soit à l'échelle d'une population, décision de santé publique, ou alors décision à l'échelle d'un individu. Ça, c'est décision clinique quand on est en face d'un patient. Je prends un exemple. Le doyen de la faculté de médecine peut avoir cette difficulté-ci. Est-ce que c'est pertinent d'introduire un examen ophtalmologique dans l'évaluation des candidats au concours d'entrée à la faculté de médecine? Parce qu'on sait par exemple que la perception des couleurs, c'est quelque chose d'important dans la pratique médicale. Un médecin doit pouvoir distinguer le rouge du blanc, par exemple, doit pouvoir distinguer le jaune, identifier les ictères, etc. Et donc, on peut se dire, est-ce que vu cette importance-là, la vision des couleurs dans la pratique médicale, il est utile, il est pertinent d'ajouter systématiquement un examen ophtalmologique au concours d'entrée à la faculté de médecine? On ne peut pas répondre à cette question sans faire une étude. Et pour ça, il faudra connaître quelle est la prévalence des anomalies de vision de couleur chez les étudiants en médecine. Donc, je vais faire une étude sur la prévalence de ces dyschromatopsies, c'est comme ça qu'on les appelle, sachant que la prévalence que je vais obtenir va m'aider donc à informer le doyen de savoir est-ce que je fais la décision ou pas par rapport à l'examen ophtalmologique à l'entrée à la faculté de médecine. Et à la fin de mon étude, le doyen pourra prendre sa décision parce que la prévalence va être un bon indicateur pour savoir si c'est pertinent ou pas de prendre cette décision à ce niveau. Et donc ça, c'est un problème de recherche qui est lié à la décision publique, décision à grande échelle, et qui va être basée donc sur une étude de prévalence. Deuxième axe dans lequel on va souvent trouver, c'est les problèmes liés à l'étiologie ou à la cause d'un problème, ou aux facteurs de risque, ou aux facteurs associés à un problème. Et en général, ce sont des problèmes qui vont aider à la décision sur les stratégies de lutte ou les stratégies de prévention. Exemple concret, est-ce qu'il y a des mesures particulières à prendre chez les femmes de moins de 40 ans pour la prévention du cancer du col de l'utérus? On peut se rendre compte, par exemple, que quand le cancer du col de l'utérus arrive chez la femme jeune, moins de 40 ans, en général, ce sera une forme beaucoup plus grave, avec beaucoup plus de complications. Et ces cancers-là ont probablement des types histologiques un peu différents de ce qu'on retrouve chez les personnes qui sont plus âgées, donc à plus de 40 ans. Et moi, en tant que décideur de santé publique ou en tant que gynécologue ou chef d'études dans une région, je peux me dire quelles sont les mesures que je peux prendre pour que les femmes de moins de 40 ans aient de moins en moins de cancers dans un environnement où il y en a probablement plus. Et là, ça va m'amener à faire une étude sur facteurs associés au cancer du col de l'utérus chez la femme jeune. Ça peut être une étude cas témoin que je fais. Je pourrais donc identifier ces facteurs-là, je pourrais agir dessus, savoir quelles sont les mesures à prendre et au terme de mon travail de recherche, le problème que j'aurais identifié au départ aura été résolu. Troisième axe qu'on peut avoir, c'est évaluation des tests diagnostiques. Et il y a certains travaux de recherche qui vont être plutôt dans l'axe de dire quelles sont les méthodes diagnostiques qui sont les plus efficaces. Je prends un exemple concret. Il y a par exemple différentes méthodes pour calculer le débit de filtration glomérulaire estimé. Il y a la méthode de Cockcroft et Goff, il y a le MDRD, il y a le EPICKD, etc. Et ces méthodes ont été développées dans des populations différentes. Parfois incluant des populations africaines, parfois ne les incluant pas du tout. Et donc, moi, en tant que praticien en Afrique, j'ai un patient devant moi chez qui je veux évaluer la fonction rénale. Quelle est la meilleure méthode que je peux adopter chez ce patient-là? Voilà mon problème de recherche. Et vous voyez que c'est toujours au décours d'une explication que je me retrouve avec un problème, je me retrouve en face d'un problème qui est concret.
Et dans ce cas, je peux faire donc une étude qui vise à évaluer la performance des méthodes de calcul débit de fluctuation moléculaire dans une population hémodialysée dans une ville, par exemple. Et à la fin de mon étude, je vais savoir précisément quelle est la meilleure méthode d'évaluation débit de filtration et je pourrais l'utiliser pour prendre en charge mes patients et mon problème aura été résolu dans ce cas de figure. Quatrième axe qu'on a, ça va être les problèmes qui vont dans le sens d'évaluer le devenir, le pronostic par rapport à une affection. Et là, en général, ça va permettre toujours à la décision, au choix de quelle est la meilleure stratégie qu'on adopte pour réduire les complications, améliorer le pronostic des personnes. Un exemple concret, il y a des patients qui font des accidents vasculaires cérébraux qui sont pris en charge dans des différentes formations sanitaires. Et au décours de la prise en charge, certains vont mourir, d'autres vont être vivants. Après la prise en charge, certains vont retrouver leur fonction motrice, etc. D'autres vont rester paralysés pour une longue période encore. Et donc, je peux me demander, non seulement qu'est-ce que les patients deviennent réellement, est-ce que le traitement que je donne est efficace, mais mieux encore, qu'est-ce que je peux ajuster ou quel patient je dois prendre en priorité dans mon service en vue d'améliorer la suivi et le devenir de ces patients-là. Est-ce que finalement, même ça sert à quelque chose d'envoyer les patients en réanimation ou de les garder dans mon service par rapport à la suivi de ces patients? Donc, ça, c'est des problèmes qu'un cardiologue ou un neurologue peut rencontrer dans son service, dans sa pratique de chaque jour, et qui va l'amener justement à pouvoir faire un travail de recherche donc, portant par exemple sur les facteurs pronostiques des accidents vasculaires cérébraux dans un environnement. Et une fois qu'il aura fait son étude, encore une fois, les résultats qu'il va obtenir vont l'aider à savoir quel passage je mets en priorité, quelle chose je modifie chez eux. Et une fois qu'il aura fait ça, son problème aura été résolu. Et le dernier axe que je vais évoquer, qui n'est pas souvent très courant dans les études en médecine, mais qui est très important aussi, c'est l'évaluation des aspects économiques. En sachant que pour les décideurs en général, si je vais poser telle intervention ou telle autre, le coût de l'intervention a souvent une place importante parce que les coûts en général sont limités et les besoins sont illimités. Donc, je peux être face à une situation comme le cas de l'insuffisance rénale avant qu'il y ait peut-être la CSU qu'on a actuellement ou qui prend en charge une bonne partie du coût du diabète. On pouvait se dire, OK, est-ce que l'insuffisance rénale a un poids économique suffisamment important pour justifier que l'État fasse un investissement dans la prise en charge de cette pathologie-là? Est-ce que quand on regarde le pouvoir d'achat des personnes, les ressources dont on dispose, la gravité de la maladie, moi, en tant que décideur, peut-être ministre de la Santé, je ne sais pas quoi, est-ce que ça vaut la peine de mettre une part de mon budget qui est déjà limitée dans la prise en charge de l'insuffisance rénale aiguë, dans la dialyse ou dans des choses qui sont de ce genre-là? Et donc, ça va m'amener à faire une étude sur évaluation du coût économique de la prise en charge de l'insuffisance rénale aiguë dans un hôpital comme l'hôpital général de Douala, par exemple. Sachant qu'à la fin de mon étude, celui qui avait le problème, le décideur de santé publique, pourra prendre une décision, résoudre ce problème-là et pouvoir avancer dans ce sens. Donc, OK. Donc, j'étais en train de dire, pour chaque sujet de recherche qui se présente, on peut avoir au moins, pour chaque pathologie, on peut avoir au moins 5 sujets de recherche qu'on peut explorer, dans lesquels on aura des sujets qui peuvent en découler. Un autre élément important lorsqu'il s'agit de formuler le problème de recherche, c'est ce qu'on appelle le cadre logique Pioneer. Une fois que j'ai identifié un problème, je dois pouvoir dire, est-ce que mon étude est faisable? Est-ce que cette étude que je conçois sur ce problème, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est éthique? Et est-ce que c'est pertinent dans mon environnement où je suis en train de travailler? Parce que je peux identifier un problème de recherche qui est un vrai problème de recherche, mais qui pour mon environnement n'est pas intéressant. Ou alors, ce n'est pas faisable. Ou alors, ce n'est pas éthique dans l'environnement où je suis en train de travailler. Et donc, à ce moment, il va falloir vérifier ces différents critères et on va aller voir à quoi est-ce que ça ressemble. Donc, là, j'ai un exemple. Bon, je vais revenir sur l'exemple après. Donc, la notion de faisabilité, à quoi ça renvoie? C'est de dire, est-ce que j'aurai suffisamment d'individus? Est-ce que j'aurai suffisamment de participants? Est-ce que je peux atteindre la taille minimale de l'échantillon qu'il faut pour arriver à
résoudre ce problème que je suis en train de présenter? Est-ce que je peux avoir l'expertise technique suffisante? Est-ce que j'aurai assez de ressources matérielles? Peut-être qu'il faut tel équipement, il faut faire tel examen. Est-ce que je pourrais le faire? Est-ce que c'est faisable dans mon environnement? Est-ce que j'aurai suffisamment de temps et d'argent pour arriver à mener ce travail de recherche à terme? Est-ce que je peux avoir la capacité de mobiliser l'équipe et les ressources qu'il faut? En fait, c'est vraiment dans ça qu'on évalue la faisabilité. Je vais montrer un exemple tout à l'heure et puis vous allez voir comment est-ce que ça s'implémente de manière concrète et pratique. Maintenant, deuxième point, est-ce que c'est intéressant? La notion d'intéressant, moi, j'aime souvent l'évaluer dans ce que tu dis être important là. Tu penses que qui est capable de payer de l'argent pour avoir la solution au problème que tu poses? Si je dis ça, c'est un problème que je suis en train de poser. OK, je suis d'accord avec toi que c'est un problème. Mais dis-moi, tu penses que qui est capable de dépenser de l'argent si tu dis que tu as la solution à ce problème qui a été identifié? En réalité, si personne ne peut payer de l'argent pour ça, sache que ce n'est pas un problème de recherche qui est intéressant. Mais s'il y a des gens qui sont capables de payer, alors ça, c'est intéressant. Ça peut être intéressant pour les praticiens, ça peut être intéressant pour les patients, ça peut être intéressant pour les décideurs, ça peut être intéressant pour les scientifiques, ça peut être intéressant pour la communauté en général. Mais il faut pouvoir démontrer en quoi est-ce que ce que je suis en train de faire est intéressant. Et on va voir un exemple dans la suite. Est-ce que c'est nouveau? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas déjà suffisamment de réponses à la question que je suis en train de poser? Je dis bien suffisamment parce qu'en général, vous pouvez avoir des réponses à votre question, mais qui ne sont pas forcément adaptées à l'endroit où vous êtes. Et c'est pour ça que quand vous formulez un sujet de recherche, il faut toujours se rassurer que vous avez quelque chose de nouveau. Ça peut être nouveau dans le lieu de l'étude, ça peut être nouveau dans la population, ça peut être nouveau dans la méthode que vous utilisez pour faire le diagnostic, etc. Mais on doit certainement avoir quelque chose de nouveau dans l'étude que vous êtes en train de faire. Et maintenant, le caractère éthique, ça, on le verra peut-être à d'autres circonstances. Il faut se rassurer que c'est une étude qui respecte les principes de l'éthique en termes de bienfaisance, en termes de non-malfaisance, en termes de valeurs sociales, en termes de valeurs scientifiques, etc. Et je précise que la notion d'étude éthique ne se limite pas au fait d'obtenir une clairance éthique. En général, la clairance éthique, c'est juste un élément qui vient attester que l'étude que je fais respecte les principes éthiques, mais l'éthique même va bien au-delà de cet aspect-là. Et relevant, c'est le caractère pertinent pour mon environnement. Est-ce que ce que je fais là, ça va être utile pour l'endroit où je suis en train de travailler, ça va être utile pour la communauté dans laquelle je suis en train de le faire? Et on va voir un exemple qui illustre ces différents éléments-là. Je prends un exemple pratique. C'est une étude que nous avons eu à faire également, qui visait à évaluer à développer un algorithme diagnostic de la scabiose qui peut être utilisé dans les zones rurales. C'était ça l'objectif qu'on faisait. Et voici le problème de recherche qui est présenté ici. C'est encore une fois pour vous amener à comprendre comment est-ce qu'on formule, comment est-ce qu'on présente un problème de recherche. Donc, la scabiose, par exemple, c'est une maladie qui touche plus de 300 millions de personnes dans le monde, parmi lesquelles la plupart des personnes en question vivent dans les zones rurales, les zones pauvres, les zones avec un faible accès au diagnostic, faible accès au système et aux soins de santé. Et ceci qui fait que c'est une maladie qui est très prévalente dans les zones rurales, avec des zones où on a près de 60% des personnes qui sont infectées par cette maladie-là. Alors qu'en réalité, il existe un traitement qui est efficace, un traitement qui est même moins cher, en réalité, qui est normalement accessible. Mais le challenge, c'est que le diagnostic est difficile parce que le personnel infirmier qui est dans cette localité n'est pas suffisamment équipé, n'est pas suffisamment formé pour faire le diagnostic de la scabiose et pouvoir donner le traitement. Et c'est pourquoi on se retrouve avec des prévalences qui sont toujours élevées dans ces zones-là parce qu'on n'arrive pas à faire le diagnostic, bien que le traitement soit connu, soit disponible et soit efficace. Et donc, je me demande comment je peux faire pour faciliter l'accès au diagnostic. Comment je peux faire pour que le diagnostic soit plus facile dans ces communautés-là, en sachant que si le diagnostic devient plus facile et que l'infirmier peut le faire de manière efficace, on va traiter les personnes, la prévalence de la scabiose va diminuer, on aura moins de personnes qui sont affectées. C'est ce qui m'a amené donc à faire une étude dont l'objectif était de développer un algorithme diagnostique pour la scabiose.
développer un algorithme diagnostique pour la scabiose. C'est ça l'objectif de l'étude qui avait été menée. Vous voyez qu'on peut bien percevoir le problème dans son environnement et voir comment l'étude va venir résoudre le problème. Je ne me limite pas seulement à dire que je fais ça parce qu'il n'existe pas d'algorithme diagnostique, parce que les données ne sont pas connues. Non, je dois expliquer et qu'on se rende compte que mon étude va venir servir réellement à quelque chose là-dedans. Comment est-ce qu'on applique dans le critère final là-dedans? Faisabilité. Combien de personnes il me faut? Il me faut faire un calcul à taille de l'échantillon avec la formule adéquate. Et pour le cas d'espèce, lorsqu'on a appliqué, il nous fallait 240 participants. Et c'est un nombre de personnes qu'on avait la possibilité d'atteindre. En termes de coûts, il fallait à peu près 300 000 francs essentiellement pour le voyage et les travaux de terrain parce qu'il n'y avait pas de traitement ou de prélèvement sanguin à faire ou quoi que ce soit. Donc, c'était accessible. En termes de temps nécessaire, il nous fallait 10 jours parce qu'on devait avoir à peu près 30 personnes par jour en disant qu'on peut avoir des refus, etc. Donc, à la fin, on finirait avec environ 300 personnes. Donc, on aura traversé la taille minimale de l'échantillon. Et en termes de ressources humaines, ce dont on avait besoin, c'était des enquêteurs, des épidémiologistes, statisticiens et un dermatologue pour confirmer le diagnostic de la scabiose dans ces différents cas-là. Donc, ça, c'est un travail qui se fait à l'avance, en amont. Bien évaluer, est-ce que c'est faisable, est-ce que j'ai les ressources qu'il me faut pour m'engager là-dedans. Et donc, c'était faisable à la fin. Le caractère intéressant maintenant, qui est intéressé par ça? Premièrement, le personnel infirmier, parce qu'eux aussi ont la difficulté à diagnostiquer. Et si je leur dis, ben, j'ai un outil qui va vous aider à faire le diagnostic facilement et avec certitude, je suis sûr qu'ils sont prêts à payer pour ça. Les patients aussi, lorsqu'ils vont à l'hôpital, si on leur dit que tel infirmier est capable de faire le diagnostic de la scabiose ou de la gale, comme on appelle, tel ne peut pas. Celui qui peut faire, on va payer pour le voir. Juste que les patients sont capables de payer parce qu'ils ont besoin de ce diagnostic pour être pris en charge. Et même au niveau de la santé publique, je crois que les décideurs aussi seraient intéressés par une telle solution, par une telle approche. Donc ça, c'est faisable, ça, c'est intéressant. Le caractère nouveau, au moment où on concevait l'étude, il n'y avait pas d'algorithme qui existait pour le diagnostic de la scabiose, puisque le diagnostic était essentiellement clinique pour les médecins et les spécialistes. Donc, c'est quelque chose qui est entièrement nouveau. Et en termes d'éthique, il y a un point de bienfaisance. C'est utile parce que ça va permettre de faire un meilleur diagnostic. Non malfaisant, ça ne pose pas de dommages parce que c'était essentiellement basé sur l'examen clinique et sur des questions qu'on posait aux patients. Le principe de la justice, c'est qu'on s'était engagé à traiter tous les cas de patients qui devaient être diagnostiqués parce qu'il faudrait que les participants puissent bénéficier des résultats de l'étude. Et puis, on a le principe de l'autonomie, donc avec le consentement éclairé qu'on devait obtenir avant, et la confidentialité dans le traitement des données, dans l'anonymat qu'on a dans les données, etc. Et c'est ça qui garantit que mon sujet de recherche sur lequel je travaille est en réalité un sujet qui est éthique. Et en termes de pertinence, donc, ça rejoint un peu, on a une zone où il y a beaucoup de scabiose, il y a beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens. Donc, en gros, voilà à peu près ce qu'on peut comprendre parlant du problème de recherche, pourquoi c'est important, comment est-ce qu'on arrive à formuler. Et le challenge maintenant, c'est pour chaque personne de pouvoir se dire, par rapport à mon sujet de recherche, quel est le problème de recherche qu'il y a à la base?